Bienvenue à ce petit déjeuner. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur parce que c'est un sujet d'hyper-actualité. Et le risque cyber, c'est un risque évidemment pour nous banquiers qu'on appréhende depuis extrêmement longtemps, mais qui nous pose évidemment beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que vous savez que les banquiers, ils adorent modéliser. Donc on est capable de modéliser des crédits, on est capable de modéliser des risques de marché. C'est plus compliqué de modéliser des risques cyber. Et donc ça, c'est un des sujets d'actualité pour nous, mais pas seulement pour nous. Il se trouve que les banques sont une cible évidente, immédiate d'attaque dans le cadre de la cyber, pour les data, évidemment pour notre matière première qui est juste des sous. Et donc on a été une cible privilégiée. Mais on sait aujourd'hui que ce sujet, cette problématique, elle concerne tous les agents économiques partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du Tech Hub qu'on a constitué, managé par Patrick Rouvillois, on a une des thématiques sur lesquelles on se développe et on essaie effectivement d'accompagner nos clients, et bien sûr la manière d'appréhender ce risque cyber. Alors ce risque cyber, il est très compliqué parce que il est très violent, très rapide, il se développe à une vitesse de propagation extrêmement importante et puis surtout, il est évolutif et sa technicité est de plus en plus perfectionnée. Donc pour nous, pour les agents économiques, pour la manière de le gérer et de le manager, c'est de plus en plus complexe. Alors aujourd'hui, pour en parler, la meilleure réponse, c'est bien entendu la cybersécurité. La cybersécurité, qui est un marché qui a extrêmement évolué rapidement. On était sur un marché de une centaine de milliards d'euros, de dollars, puisque ça vaut la même chose aujourd'hui. En 2017, grosso modo, on va atteindre 200 milliards de dollars à la fin de 2023, en termes de taille de marché. Et probablement, dans 4-5 ans, on sera au-delà des 300 milliards de dollars. C'est un marché qui croît, c'est un marché qui touche, encore une fois, tous les agents du monde public, c'est une histoire de souveraineté. Les agents du monde privé, c'est une histoire de protection à la fois financière, mais aussi des personnes humaines. Donc, on est ravis aujourd'hui d'accueillir autour de Patrick nos deux intervenants de la journée. Donc, je vais laisser Patrick les présenter, vous présenter. Merci encore pour cette session. Et bien entendu, l'idée, c'est d'avoir, dans ce type de format, la session la plus interactive possible pour que ça soit un lieu d'échange et de Q&A. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité, sujet ô combien critique dans le contexte actuel de conflits et d'augmentation de la menace. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le général Christophe Husson, donc, qui est commandant en second du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, le ComCyberGen, qui est donc opérationnel depuis plus d'1 an maintenant et qui lutte contre les menaces cyber. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Jolivet, donc de Thales, qui est General Manager et VP des solutions de cyberdéfense, voilà, groupe que tu as rejoint depuis 2017. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait notre discussion qui soit structurée autour de 3 parties. Puis après, bien sûr, on pourra avoir des questions. S'il y a des questions aussi en cours, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner le micro et que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure. On va tout d'abord parler d'un retour d'expérience sur les menaces récentes. Donc, quel est un peu l'état du champ de bataille au sens assez large du terme. Ensuite, on discutera de la question de la stimulation de l'investissement dans la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a des besoins qui sont croissants, il y a des très grosses pénuries de talents notamment. Donc comment est-ce qu'on peut stimuler l'investissement, attirer des talents avec des mécaniques financières. Et enfin, une troisième partie où on parlera des priorités de la cyber pour demain. Donc, sans transition, commençons donc par la première partie, donc retour d'expérience sur les menaces récentes.
Donc, comment est-ce que cette menace a évolué récemment? Est-ce qu'il y a une forme de nouvelle normalité dans le contexte actuel? Je ne sais pas si vous voulez commencer, Général ou Pierre-Yves. Bien, merci. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais peut-être vous faire un état de la menace, en tout cas ce que nous, gendarmerie, on a pu observer ces dernières années. Alors, je vous donnerai quelques éléments statistiques, bien sûr, mais je pense qu'ils sont utiles pour voir un petit peu la manière dont ça évolue. Pour planter le décor, entre guillemets, en 2021, je donnerai que les chiffres de 2021, puisque ce sont ceux qui sont consolidés. La gendarmerie a enregistré 130 000 procédures qui sont en lien avec le cyber. Alors ça peut être soit des éléments qui sont du haut du spectre, soit qui sont un peu plus modestes, mais en tout cas 130 000, ce qui est quand même assez important puisque ça représente entre 8 et 9% de l'intégralité de la délinquance à laquelle la gendarmerie a été confrontée en 2021. C'est une augmentation qui a été particulièrement importante par rapport à 2020 puisque c'est une augmentation de 24%, donc c'est quand même là aussi un chiffre qui est majeur. Et les faits de cyberdélinquance sont doublés sur les 4 dernières années. Donc je pense que le décor est très clair. Enfin, je pense que vous en étiez tous conscients, mais en tout cas, il y a une augmentation qui est particulièrement forte. Et on a observé aussi, notamment dans le domaine des entreprises, une augmentation de 13% entre 2020 et 2021 des attaques, en tout cas celles qui ont été portées à notre connaissance, sachant que sur le domaine des entreprises, on pense qu'on a un chiffre noir quand même assez important, puisque compte tenu de la réputation potentielle des entreprises, beaucoup de faits ne nous ont pas été signalés. Soit des faits qui sont des faits réels, soit des faits qui ont été des faits tentés. Mais on estime globalement, alors ça reste une estimation, il faut vraiment prendre ce chiffre avec beaucoup de précautions, mais c'est sans doute pas très loin de la réalité. Pour une attaque réussie ou tentée, on doit avoir aux alentours de 200 à 250 attaques qui, elles, ont été sans doute menées à l'encontre des entreprises. Ensuite, pour continuer un petit peu sur les chiffres, alors cette fois-ci, ce ne sont plus les chiffres de la gendarmerie, mais plutôt ce que l'on peut trouver dans la presse spécialisée. Il y en a quelques-uns qui, à mon sens, sont importants. C'est celui du gain pour la cyberdélinquance, pour les cyberdélinquants en matière financière. On évalue à 1500 milliards les bénéfices au profit des hackers. Et sur ces 1500 milliards, vous en avez une partie qui correspond globalement à tout ce qui est revente de produits illicites sur le dark web. Alors ça peut être les produits stupéfiants, ça peut être les armes, ça peut être les faux passes sanitaires. Ça a été beaucoup utilisé il y a quelques temps à l'occasion de la crise. Et puis vous avez aussi un petit peu de coûts financiers qui peuvent être dus au paiement des ransomware. On aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure des ransomware, expliciter un petit peu plus précisément ce dont il s'agit, mais sur une part finalement assez peu modeste. Et il y a un point majeur, je pense, sur lequel on peut vraiment insister, c'est la revente de données qui sont des données confidentielles et en particulier les données nominatives. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui se monnaie très bien. C'est plus de la moitié, justement, de ce que cela peut rapporter aux cyberdélinquants. Et ça veut dire que les données peuvent être exfiltrées des systèmes d'information. Elles se revendent très bien sur le monde de l'Internet. Et puis, on observe également, là encore une fois, c'est vraiment dans le domaine de la presse spécialisée, que quasiment à chaque jour, on identifie une cinquantaine de vulnérabilités sur les systèmes d'information. Donc 50 vulnérabilités, c'est une augmentation très forte de la surface d'attaque potentielle des entreprises, mais aussi évidemment des particuliers. Et ça, c'est pas forcément très, très positif pour l'avenir. Alors, suite à ce constat, donc la gendarmerie, elle, s'est mise en ordre de marche pour essayer d'y répondre. Bon, je l'évoquerai peut-être par la suite, lorsque vous aurez pu peut-être compléter la réponse en termes d'état de la menace cyber. Bonjour à tous. Donc Pierre-Yves Jolivet, je dirige les activités de cyberdéfense de Thales. Pour compléter ce portrait, je voudrais revenir sur un chiffre qui est les bénéfices des cyberattaquants par rapport aux dépenses annuelles du marché de la cybersécurité. Donc on voit pour l'instant c'est encore extrêmement rentable d'être attaquant, puisque attaquant c'est 1500 milliards, il y a des estimations qui sont encore supérieures. En tout cas c'est un marché pour la délinquance qui est à peu près supérieur aux bénéfices du trafic de drogue. Donc ça pose quand même quelque part le débat, et qu'on est en face à un marché de la cybersécurité à la fois au niveau des produits et des services
qui est effectivement un peu en dessous de 200 milliards, et qui est aussi un marché qui est quelque chose qui est assez intéressant, qui est un marché qui est très fragmenté, avec peu d'acteurs. On n'avait pas, là encore, à ce stade, un acteur comme Renault, Nissan, Toyota, qui fait une part significative de la production de cybersécurité. On n'a pas d'acteur qui fait sur les 200 milliards, qui fait 100 milliards ou 50 milliards sur les 200 milliards en cybersécurité. Et donc on a un marché, et on a un marché qui est extrêmement fragmenté, aussi bien du point de vue de la défense que d'un point de vue de l'attaque. C'est-à-dire que nous, on suit spécifiquement 50 groupes, qui sont les 50 groupes les principaux, en fait, qui attaquent les entreprises occidentales et mondiales. Et dans ces 50 groupes, chacun, je dirais, est dans une galaxie en interaction qui change, se recombine, se spécialise, et qui, chaque année, c'est un rapport qu'on produit, qui est disponible d'ailleurs sur le web, si vous voulez regarder, et qu'on produit chaque année. Et dans ces 50 groupes, chaque année, ils sont différents. Ils sont différents dans leur méthode d'attaque, parce que quand on dit on suit un groupe, c'est on suit qui il est, mais sur quels outils il utilise, quelle façon il va, qu'est-ce qu'il va chercher à faire dans le système d'information d'entreprise. Et donc, toutes ces parties-là changent, se recombinent. La chaîne de valeur se structure aussi. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de Logbit, mais Logbit, en fait, c'est un supermarché de la cybersécurité. C'est le carrefour de la cybersécurité. C'est beaucoup de choses. Il achète et il revend des informations pour faire son spécialité. C'est d'aller faire le chantage aux entreprises. C'est pas forcément lui qui allait pénétrer dans les systèmes d'information. Donc on a une chaîne de valeur de la cybersécurité qui se spécialise entre des gens qui font pareil que dans la cyberdéfense, hein, les attaquants. Il y a des gens qui sont spécialisés dans l'exploitation d'une vulnérabilité, la détection des vulnérabilités. D'autres dans les logiciels pour exploiter ces vulnérabilités. Troisième type dans les attaques. Quatrième type dans les rançons. Donc on a une vraie industrie de la cybersécurité qui s'est structurée, des cyberattaquants qui s'est structurée en face d'une industrie de la cybersécurité qui, elle, est encore très foisonnante aussi. Le deuxième aspect que je voulais dire sur les cyberattaquants, c'est évidemment les cyberattaques changent au fur et à mesure de l'intégration de plus en plus profonde de l'informatique dans tous les systèmes opérationnels qui nous font vivre et qui font tourner la société. Une des grandes tendances qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'IT et l'OT. Donc l'OT étant l'IT, le système d'information opérationnel. Et ça change beaucoup de choses parce que pour bien faire fonctionner des entreprises, vous avez tous entendu parler de l'industrie 4.0, des services 4.0, donc de tous les gains qu'apporte l'informatique dans les opérations d'entreprise. Ça a une conséquence assez forte qui est utilisée par les cyberattaquants, qui est que vous avez un IT qui est généralement assez ouvert sur un monde extérieur, mais assez fragile, avec beaucoup de vulnérabilités. Et historiquement, vous avez des systèmes d'information opérationnels qui étaient très spécifiques, avec ce qu'on appelle des SCADA pour piloter, donc pour piloter des machines-outils très particulières, très spécifiques, très anciennes, très fermées. Et l'interaction en fait de ces deux mondes qui s'ouvrent depuis quelques années fait qu'on a à la fois la surface d'attaque des systèmes d'information classiques, l'ouverture sur l'extérieur, et l'ancienneté des systèmes informatiques opérationnels qui sont patchés de façon beaucoup moins fréquente, qui sont donc beaucoup plus vulnérables et qui par ailleurs sont dans des systèmes beaucoup plus critiques dans les systèmes d'information des grandes entreprises. Et donc on a une vraie concentration des attaquants sur une opportunité pour les attaquants sur ce domaine-là. Et on voit on suit mondialement, hein, et on voit par exemple dans des secteurs très critiques pour l'économie d'un pays. Si je prends par exemple le Middle East, qui est évidemment très centré autour de l'énergie, c'est un système critique et sur lequel 60% des attaques au Middle East, d'ailleurs, se font sur les entreprises de l'énergie, parce que c'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a des systèmes, et c'est là que les attaquants peuvent tirer parti et obtenir le plus d'argent en fonction de leur rançon. Donc on a vraiment, au point de vue de l'écosystème des attaquants, quelque chose qui est extrêmement dynamique, au moins aussi dynamique que ce que vous pouvez voir dans l'industrie de la cybersécurité. Merci.
Pardon, juste pour un petit complément sur la typologie des attaques que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que la gendarmerie traite l'intégralité du spectre des attaques, à la fois le haut du spectre, mais également la délinquance de masse. Et sur la globalité des faits qu'on a enregistrés en 2021, vous en avez quand même 3/4 qui sont liés à tout ce qui concerne les escroqueries sur l'Internet. Donc, qui concernent essentiellement plutôt les particuliers. Typiquement, vous effectuez un achat sur un site commercial et vous ne le recevez jamais. On est vraiment sur de l'escroquerie. C'est l'Internet qui est vraiment le support. Et ça, c'est quand même une partie qui est particulièrement importante. Vous avez également aux alentours de 13% qui concerne tout ce qui est atteinte aux personnes. C'est typiquement la pédopornographie. Ça, c'est quand même un vrai sujet que nous avons également au niveau des forces de sécurité intérieure. Mais également tout ce qui concerne la haine en ligne, qui est un dispositif, en tout cas qui est quelque chose qui prend de l'ampleur ces dernières années. On a pu le voir notamment à l'occasion des 2 crises récentes qu'on a traversées, à la fois la crise sanitaire et également la crise des Gilets jaunes. Et effectivement, ce qui a été évoqué notamment sur les attaques du plus haut du spectre, qui sont les attaques au système de traitement automatisé des données, où on retrouve en particulier les fameux ransomware. C'est globalement 10% de l'ensemble des faits qu'on a pu enregistrer sur les 130 000 que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur des attaques qui sont particulièrement sérieuses, qui ont vraiment des impacts économiques importants sur les différentes entreprises. Et c'est un phénomène, en tout cas, que nous, on a vu émerger aux alentours de 2017. C'est-à-dire que les ransomware auparavant, avant 2017, c'est quelque chose qu'on voyait assez peu. En tout cas, nous, on n'était pas saisis de sujets tels que cela d'un point de vue judiciaire. Et vraiment, l'émergence, c'est 2017-2018. Et peut-être aussi pour continuer sur les typologies d'attaques, puisque tu faisais le point sur les ransomware. Donc évidemment, il y a 2 types de ransomware en fait. Il y a l'extraction de données et puis le chantage à l'entreprise en fonction. On va révéler des données qui sont des données de propriété intellectuelle majeure, donc ça c'est un sujet. Et puis le blocage des données de façon à ce que vous ne pouviez pas accéder à vos données, donc du coup votre système d'information est bloqué. Donc les deux sont effectivement des aspects critiques, qui ne sont aussi renforcés par, je dirais, la bascule sur le cloud qui fait que vous n'êtes pas forcément, vous êtes plus forcément en maîtrise propre de votre système d'information. Et donc, et ça va aller sur les sujets 2 et 3 que tu voulais faire, Patrick, c'est une grande tendance sur le chiffrement généralisé. Donc, le chiffrement, c'est un des données que vous maîtrisez. Donc, c'est un des domaines historiques de Thales, parce que ça remonte au service du chiffre à la Première Guerre mondiale. Mais donc, c'est pour protéger les données parce que ce sont des données sensibles, soit des données d'entreprise, soit des données personnelles, parce que c'est quelque chose finalement qui, entre guillemets, peu risqué à extraire et qui a beaucoup de valeur et qui donc est une très bonne rentabilité pour les attaquants. Tous les systèmes autour de la protection des données, c'est une des focalisations majeures des attaquants et c'est un des endroits les plus dynamiques en fait en termes de croissance de la cybersécurité. Alors, j'en profite pour rebondir, mais finalement, c'est l'interactivité, c'est très bien. Et j'insiste, effectivement, vous avez totalement raison, parce que sur les faits dont on a été saisi, encore une fois, sur le haut du spectre, donc les fameux ransomware, sur les derniers, en tout cas cette année, que moi j'ai pu observer en étant présent, systématiquement, vous avez en premier lieu l'exfiltration des données qui sont les données sensibles, et très souvent, ce sont ces fameuses données nominatives, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'état de la menace. Et ensuite, vous avez le deuxième effet, qui est celui du chiffrement de l'intégralité du système d'information, en tout cas d'une grande partie, et qui rend l'activité économique de l'entreprise impossible. Donc les deux sont vraiment très liés aujourd'hui. Et effectivement, Logbit est sans doute l'un des plus efficaces et l'un des plus répandus aujourd'hui. Logbit est traité à ce stade par la gendarmerie sur toutes les saisines qu'on a au niveau national. Mais en tout cas, systématiquement, c'est ce à quoi on est confronté, en tout cas sur ces derniers mois, sur ce qu'on a pu observer. Concernant maintenant donc tout ce secteur de la cybersécurité a des besoins de développement très significatifs. La demande ne fait faire que croître. De votre point de vue, quelle est la meilleure manière de stimuler l'investissement dans cette industrie ? Alors, Alors, d'abord, moi, je vais prendre d'un point de vue égoïste. D'un côté, plus il y a d'investissement dans cette industrie, mieux c'est, parce que plus il y a de solutions qu'on puisse intégrer. Bon, le côté négatif, c'est plus il y a d'investissement, plus c'est cher pour moi d'acheter les boîtes complémentaires. Donc, de temps en temps, j'ai une petite schizophrénie sur ce sujet. Mais peut-être pour redire
un des problèmes majeurs qu'on a, c'est qu'on est effectivement dans un domaine informatique. D'abord, on est dans un environnement économique pour encore quelques temps dans lequel les recrutements de personnes globalement sont difficiles. C'est encore plus vrai dans le domaine informatique, c'est encore plus vrai dans le domaine de la cybersécurité. Par ailleurs, si on continue à faire la cybersécurité comme on l'a fait depuis 5 ans ou depuis 10 ans, les besoins humains en compétences de cybersécurité sont insoutenables. C'est-à-dire qu'en termes de milliers de personnes à recruter, on parle de 80 000 personnes manquantes en cybersécurité au niveau dans les pays de l'OCDE. Moi, quand j'arrive à recruter 200 personnes en net dans mes équipes en France, je suis content. Donc, on a aujourd'hui un besoin insoutenable. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'en termes de... C'est plus pour question où l'investissement est intéressant. C'est que tout ce qui automatise des choses qui sont faites en fait manuellement ou qui intègre des choses qui sont faites de façon complexe est un bon sujet d'investissement. Parce qu'encore une fois, on ne tiendra pas à la cybersécurité dont on a besoin pour tirer parti de l'industrie 4.0 avec la façon dont on le fait aujourd'hui, avec des solutions qui sont extrêmement fragmentées, une quantité de temps humain passé qui est extrêmement importante. Donc on a tout un tas l'industrie se saisit des sujets, hein. On met de l'intelligence artificielle dans les systèmes de détection, on intègre de beaucoup plus en termes de plateforme à la fois les aspects de chiffrement et de reconnaissance des personnes, de surveillance de ce qui se fait dans les réseaux. Donc tout ça s'automatise beaucoup plus. On va aller faire de la détection et de la remédiation directement sur les endpoints, sur les PC ou sur les téléphones. Donc tout ça, ce sont des sujets qui, en fait, remplacent une charge humaine qui est juste, pour lui, on ne peut pas trouver. Et pour nous, c'est vraiment ça. C'est pas vraiment un changement technologique, parce qu'on y apporte des réponses technologiques, mais je parlerai plus tard des ruptures sur la cybersécurité. Mais là, c'est vraiment un champ d'investissement important sur lequel il faut qu'on ait des solutions, parce que sinon, on ne rendra pas le service. Collectivement, l'industrie ne rendra pas le service que la société est en droit d'attendre qu'on réponde sur la cybersécurité. Bon, j'espère que je ne vais pas répondre à côté de la question, mais nous, en gendarmerie, vous savez qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers. Donc, je vais parler sur l'investissement humain et organisationnel, finalement. Donc, suite au constat que je faisais tout à l'heure, la gendarmerie a vraiment réorganisé totalement sa manière de voir le cyber. Et c'est la raison pour laquelle un commandement de la gendarmerie dans le cyberespace a été créé il y a 1 an, puisque c'était au mois d'août en 2021. Alors, c'est pas parce que c'était créé il y a 1 an que la gendarmerie fait du cyber depuis 1 an. On a une culture scientifique en gendarmerie qui date de près de 40 ans, puisqu'on a quand même beaucoup d'officiers de gendarmerie qui sont des scientifiques et qui ont été formés au fur et à mesure, plutôt dans le numérique il y a 30 ans, avec une part de cyber qui est bien plus importante aujourd'hui. Mais en tout cas, on a vraiment cette culture en la matière. Donc, ce que le directeur général avait souhaité faire 2020-2021, puisque persuadé que l'une des prochaines crises serait une crise cyber, c'était de rassembler l'intégralité des énergies en matière de cyber sous un seul et unique commandement qui lui était directement rattaché. Donc le ComCyberGend, et c'est lui qui donne directement la stratégie et impulse la manœuvre en la matière. Et donc le ComCyber contient en son sein quelques entités, les entités historiques, on va dire tout d'abord l'enquête judiciaire, puisque la gendarmerie effectue des enquêtes judiciaires dans le domaine du cyber. Il y a une certaine complexité, mais en tout cas, c'est aussi, ça fait partie de notre cœur de métier, donc on a cet élément historique. On a le haut niveau de compétences avec des spécialistes techniques, à la fois des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Ça, c'est un vrai sujet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu, mais on a un besoin aussi de recruter, de fidéliser nos personnels et de faire en sorte que la filière cyber reste pérenne dans le temps. Et puis, on est allé plus loin parce qu'on ne s'arrête pas uniquement à la partie technique et à la partie judiciaire, mais on considère aussi que l'accompagnement en amont, notamment des collectivités territoriales, des entreprises, c'est un point important. Et donc, on a une division spécifique qui traite de la proximité numérique et justement de cet accompagnement avant la crise. Mais également aussi de faire en sorte, avec la NSSI, avec cybermalveillance.gouv.fr, avec différentes associations, de pouvoir rédiger des guides qui sont des guides en amont de la crise et également des guides qui, le cas échéant, peuvent apporter un appui dès lors que la crise est déclenchée. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis, on a une division qui traite de la stratégie, qui traite justement de la partie formation de nos personnels, de manière à ce qu'on ait un vrai plan d'action en la matière et un plan d'action à court, moyen et plus long terme. Et puis le ComCyberGend, ce n'est pas qu'une unité centralisée ici parisienne.
C'est aussi une entité qui a des allonges dans les territoires, parce que l'idée, c'est la proximité avec tous, et offrir à l'ensemble des citoyens, que ce soit sur le territoire métropolitain, mais également outre-mer, le même type de service. Ce qui veut dire que nous avons des antennes régionales au niveau de chacune des régions. On a des entités aussi qui sont positionnées dans chacun des groupements de gendarmerie, c'est-à-dire chaque département, et également jusqu'au niveau des brigades de gendarmerie. Des brigades, il y en a 3200 sur l'ensemble du territoire national. Alors évidemment, les niveaux de formation et de compétences des personnels ne sont pas tous les mêmes. On a une capacité de subsidiarité en passant de la brigade jusqu'au niveau central avec des compétences différentes. Mais l'idée, voyez-vous, dans une brigade territoriale, avec les personnes qui y sont formées, on a une chaîne quand même à 8000 cybergendarmes, c'est qu'une personne qui est victime du cyber-attaque, soit à titre individuel, soit son entreprise, parce que typiquement les PME, les ETI, elles sont beaucoup aussi en zone gendarmerie, dès lors qu'elle se présente à la brigade, on puisse l'écouter, la comprendre, prendre sa plainte, savoir quelle est l'ampleur du phénomène, pour justement pouvoir monter ensuite sur un niveau supérieur si nécessaire dans le cadre de l'enquête ou des investigations techniques. C'est aussi la capacité de pouvoir faire les premières investigations techniques, notamment en matière de forensique. Typiquement aujourd'hui, pour la plupart des enquêtes judiciaires, vous avez des perquisitions. Je ne parle pas forcément du domaine cyber, mais on peut parler de stupéfiants ou de choses diverses, de cambriolage et autres. Il est rare que dans une perquisition, on ne trouve pas un support numérique, des téléphones, des ordinateurs et autres. Et les premiers niveaux d'expertise sont effectués directement par certains gendarmes qui sont formés dans les brigades territoriales. Et enfin, ces militaires aussi, au niveau brigade, sont là pour apporter du conseil justement aux entreprises qui sont les entreprises de leur territoire, souvent aidées par des réservistes opérationnels ou des réservistes citoyens pour, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais faire une sorte de pré-diagnostic sur certaines entreprises ou collectivités pour voir quel est le niveau d'hygiène cyber et voir s'il ne faut pas aller plus loin pour essayer de se prémunir d'un certain nombre d'éléments. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses importantes. Et notre leitmotiv aussi, c'est que dès lors qu'on a la connaissance qu'on est confronté à un sujet cyber majeur, c'est une capacité de projection. Et on projette toujours un triptyque. Le triptyque, c'est à la fois l'enquêteur, puisque c'est l'enquête judiciaire, encore une fois, ça fait partie de notre cœur de métier. Le deuxième, c'est l'expert technique, celui qui sera en mesure de pouvoir trouver un certain nombre d'éléments sur les systèmes d'information, et les deux doivent travailler absolument ensemble. Et le troisième, c'est un spécialiste de la gestion de crise. Bon, ça, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, les trois sont indissociables, et on fait en sorte de projeter soit de la projection locale, soit en fonction de l'ampleur du phénomène, une projection qui vient du niveau central. Et peut-être pour dire effectivement, évidemment, même avec l'automatisation, on aura toujours besoin de plus de compétences en cyber qu'on en a aujourd'hui. Je veux revenir en termes à la question initiale que tu avais posée, Patrick. C'est quand même un bon marché pour des investisseurs aujourd'hui, la cybersécurité. Vous avez, je dirais, devant vous des perspectives de croissance au moins pour les 10 prochaines années qui sont supérieures à la croissance en informatique et supérieures à la croissance du PIB dans les différents secteurs. Et il n'y a pas de raison, après il peut toujours y avoir des ups and downs, mais les fondamentaux du secteur sont extrêmement favorables. Je reprends juste un exemple. On a vu aujourd'hui beaucoup d'attaques sur les hôpitaux. Les hôpitaux sont l'un des secteurs les moins bien protégés en cybersécurité. Il y a encore 60% des groupes hospitaliers dans le monde qui dépensent moins de 5% de leurs dépenses informatiques en cybersécurité. Donc on voit le niveau. Les best-in-class aux États-Unis, souvent d'ailleurs dans le secteur financier, sont plutôt entre 8 et 9% de leurs dépenses informatiques dépensées en cybersécurité. Donc si on se dit on a entre 5% et 9%, de toute façon qui est à peu près un standard, même dans les aspects gouvernementaux plus vraiment important, on ne dépasse pas, le max c'est 15%, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu le plafond de verre de la cybersécurité, mais le temps que la cybersécurité atteigne 15% des dépenses informatiques mondiales, on a encore des belles perspectives de croissance dans ce marché. Donc de ce point de vue-là, c'est un beau marché pour les investisseurs. Et ensuite, c'est un marché, je reconnais, compliqué parce qu'il y a un risque technologique. On voit qu'il y a des secteurs, il y a des endroits où on a déjà passé la phase de maturité sur les firewalls. La phase de la croissance des firewalls est quand même beaucoup... peut-être même en dessous du PIB de nos jours, parce que c'est une technologie d'il y a 20 ans. Donc il y a effectivement des cycles technologiques assez importants qu'il faut bien choisir où est-ce qu'on en est dans son niveau de cycle. Mais les fondamentaux sont là, et dès qu'on est autour des grands fondamentaux qui accompagnent la transformation de l'informatique, donc
l'OT dont je parlais tout à l'heure, la bascule vers le cloud, l'importance de la donnée. Vous êtes autour de secteurs sur lesquels les fondamentaux de long terme sont extrêmement favorables. Alors, Pardon, alors justement, vous avez parlé des hôpitaux et j'évoquais tout à l'heure un pré-diagnostic qu'on a pu réaliser au profit notamment de collectivités territoriales. Là aussi, pour vous donner un petit peu l'exemple notamment des attaques et en particulier des attaques du haut du spectre. Donc un pré-diagnostic cyber qui a été réalisé dans 12 départements à titre expérimental. Donc c'est depuis le début du deuxième trimestre de cette année 2022. Au profit donc des collectivités territoriales. C'est un questionnaire qui regroupe entre 70 et 140 questions en fonction de la taille de la collectivité. Et 350 pré-diagnostics ont été effectués. Sur les 350 pré-diagnostics, on a un tiers des communes, en tout cas des collectivités, qui ont été déjà victimes d'une cyberattaque. Alors ça peut être du haut du spectre ou un petit peu moins, mais en tout cas qui ont déjà été victimes. Donc ça montre qu'on a un pourcentage qui est particulièrement important. Et sur l'intégralité, donc sur les 350, il y en a il y en a 12,5%, 1 sur 8, qui a été victime d'une attaque par rançongiciel. Donc c'est montrer que même des collectivités qui ne sont pas forcément des collectivités particulièrement importantes peuvent être touchées par des attaques du haut du spectre. Et la collectivité qui est la plus petite, qui elle a été attaquée par un ransomware, c'est une commune de 620 habitants. Voilà, donc ça montre un petit peu ce que l'on a aujourd'hui et ce à quoi on est confronté. Alors ce pré-diagnostic, évidemment, c'est juste pour faire une prise de conscience de la part de la collectivité territoriale. Notre objectif, parce que ce n'est pas notre métier, ce n'est pas de faire de la remédiation et de donner des clés, enfin aussi donner des clés, oui, mais en tout cas, ce n'est pas de modifier le système d'information, c'est plutôt de réorienter vers le GIP ACIMA, donc Action contre la cybermalveillance, de manière à ce qu'une mise en relation, le cas échéant, puisse être faite avec une société de remédiation qui pourra accompagner et faire les choses bien mieux que nous, puisque ce n'est pas notre métier. En tout cas, ce sujet rentre bien dans cette proximité numérique, dans le sujet de la sensibilisation. Et aujourd'hui, on réfléchit à étendre le dispositif, alors d'une part au profit de l'intégralité du territoire national, mais également au profit des entreprises, et en particulier les PME et les PMI, enfin les ETI, qui clairement ne sont absolument pas sensibilisés au sujet. Il y a un petit peu plus de prise de conscience ces derniers temps, mais on est vraiment loin de ce que l'on pourrait imaginer et espérer. Donc il y a un gros travail en la matière. Alors on fait partie des acteurs, il y en a d'autres, évidemment, on n'est pas les seuls. Quelque part, on concourt sans doute un petit peu à la résilience en la matière, mais en tout cas, il y a un chantier qui est majeur sur ce domaine. Oui, tout à fait. C'est clairement une menace qui est assez protéiforme, qui va donc d'individus attaquant d'autres individus, donc du domaine plutôt de la délinquance, jusqu'à des attaques d'États contre d'autres États. On le voit dans le cadre des guerres actuelles. Donc finalement quelque chose qui va du quotidien et du très simple à du très sophistiqué, avec finalement des algorithmes qui peuvent passer facilement peut-être d'organisations très sophistiquées vers des organisations plus simples, donc une répartition dans un monde traditionnel, on dirait des armes beaucoup plus facilement. Donc ça couvre à la fois des sujets qui sont liés à ce qui peut être traité par des entreprises et des problématiques qui sont plus étatiques. Comment est-ce que vous voyez le développement de cette filière cyber, justement, en termes de collaboration entre les États, les entreprises, au niveau international aussi, entre des entreprises qui, dans certains cas, vont devoir être plutôt dans le même camp, entre guillemets. Comment est-ce que vous voyez ce développement ? Alors, en cybersécurité, c'est un sujet compliqué, cette question, parce que on a, comme dans d'autres matières, on n'a pas d'amis, on n'a que des alliés en cybersécurité. Donc, on sait par exemple, si je reprends la doctrine cloud de confiance qui a été mise en place par le gouvernement, la doctrine cloud de confiance, elle a aussi pour objectif de protéger les entreprises françaises de l'accès à leurs données non contrôlées par des organismes qu'on pourrait qualifier, enfin, des organismes gouvernementaux de pays alliés, mais dans lesquels de temps en temps les intérêts ne convergent pas complètement. Donc la coopération en matière de cybersécurité est à la fois très bonne, très fréquente et parfois un peu difficile. Donc on a la chance, bon, il y a, comment dirais-je, une logique
assez concentriques, c'est-à-dire il y a des logiques de confiance. Évidemment, c'est pas du tout la même chose de se dire comment on traite avec une entreprise d'origine américaine et une entreprise d'origine nord-coréenne. Bon, il n'y a pas d'entreprise d'origine nord-coréenne, mais ça me permet de donner un exemple. Donc il y a toute une gradation de la confiance. Il y a des initiatives qui sont intéressantes, qui sont menées au niveau européen. Donc au niveau européen, on a des choses qui sont, des mécanismes qui sont en place qui permettent de travailler dans un espace de confiance renforcé au niveau européen. Donc autour de tout ce qu'on appelle justement la cyber threat intelligence, donc la connaissance des attaquants, des mécanismes de partage de ce qui se passe, un peu à l'instar de ce qu'on fait au niveau français en fait. Ça existe déjà au niveau français, où les centres de connaissance de l'intelligence se partagent entre les différentes grandes entreprises, que ce soit les fournisseurs ou les utilisateurs de cybersécurité. C'est également le cas au niveau des équipements de cybersécurité, puisqu'on a tout un système de double évaluation pour que ce soit noté au niveau Union européenne. Donc, c'est-à-dire que quand nous, on fournit... donc, quand vous utilisez un système de sécurité de l'Union européenne qui a un certain niveau, il doit être validé par 2 agences nationales. Donc on peut se dire normalement c'est pas 2 agences nationales complètement proches. Donc on peut avoir un certain degré de confiance que ces équipements soient sains et n'aient pas de backdoor, parce qu'après tout le principal problème des équipements de cybersécurité et de la coopération, c'est s'assurer que les équipements de détection que vous mettez, ils vont bien détecter tout ce que vous voulez et pas laisser passer un certain nombre de choses. Et de la même façon, les équipements de protection ou de chiffrement, ils chiffrent bien et on puisse pas ils mettent pas à jour leur clé de déchiffrement pour des personnes particulières. Donc on est sur un sujet sur lequel la confiance absolue entre nos alliés n'existe pas. Par contre, une coopération technologique forte est nécessaire, parce que comme je le disais, on est même dans un domaine qui est extrêmement varié, technologiquement qui change beaucoup. On ne fait pas de la cyber de la même façon aujourd'hui qu'on le faisait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc je dirais, on se partage, mais la tendance à la cyber, globalement, c'est une nouvelle tendance de la cyber, ça s'appelle le zéro trust. Alors, on n'est pas en zéro trust dans l'industrie de la cybersécurité, mais on a quand même un peu de... On regarde ce qu'on achète et ce qu'on échange. Je vais continuer sur la coopération internationale. Enfin, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Alors, même si la gendarmerie ne fait pas de cybersécurité, mais lutte contre la cybercriminalité et la cyberdélinquance, aujourd'hui, on ne peut pas travailler clairement au sein des forces de sécurité intérieure de manière totalement auto-centrée. On doit vraiment travailler dans un écosystème particulièrement vaste et l'international en fait partie. Aujourd'hui, le ComCyberAgence, c'est globalement 15 échanges à l'étranger chaque mois, ce qui est quand même important. En grande partie au sein de l'Union européenne, mais pas que, également avec des partenaires, en particulier les Américains du FBI, mais également l'Australie, les Japonais. Enfin, en tout cas, on a vraiment quelque chose de particulièrement vaste. Et sur 2 segments particuliers, le premier, c'est la coopération judiciaire, dans le cas des enquêtes auxquelles on est confronté, puisque évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais le cyber, il n'y a absolument aucune frontière. Quasiment tout est international. Donc forcément, il faut qu'on travaille de manière coordonnée avec les autres forces de sécurité intérieure des autres pays, mais également avec les entités de justice qui doivent se coordonner. Donc typiquement en Europe, on a Europol et on a Eurojust, mais on le fait de manière similaire également avec les pays hors Union européenne. Et le deuxième sujet, c'est celui de la coopération technique. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'on puisse échanger. Les différentes matières grises des différents pays sont particulièrement utiles en la matière. Typiquement, quand vous travaillez sur un sujet de cassage de mots de passe, c'est toujours plus pertinent de pouvoir le faire de manière coordonnée avec d'autres pays. Ça permet aussi potentiellement de pouvoir bénéficier de fonds européens. Et ça, c'est particulièrement utile. Donc, ce sont vraiment les 2 axes sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et en tout cas, on a beaucoup misé sur la coopération internationale et c'est quelque chose que l'on va continuer à faire. Et puis, j'évoquais tout à l'heure aussi une division stratégie au sein du ComCyber. Et la stratégie, elle est importante et il faut aussi qu'on puisse travailler sur l'aspect réglementaire et l'aspect législatif au niveau européen. Ça aussi sera potentiellement un point positif pour ce qui nous concerne. Il y a un pack e-evidence au sein de l'Union européenne qui est en cours de
de travail à l'heure actuelle, qui est un peu, alors je vais faire un peu simple et je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais le pendant du Cloud Act américain. Et en fonction de la manière dont ça évoluera et ce que l'on aura de manière très concrète, ça pourrait faciliter aussi un certain nombre d'actions en matière de coopération avec des pays étrangers, dès lors qu'on a besoin de récupérer des données qui sont stockées sur des serveurs hors de l'Union européenne. Donc typiquement, ce sont aussi des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse investir pour être plus efficace dans le cadre des enquêtes judiciaires. Et j'en profite juste pour faire un petit aparté, c'est que parfois, contrairement aux idées qui sont un peu reçues, on arrive à trouver les cybercriminels. Typiquement sur des attaques du haut du spectre, encore une fois, on va parler du ransomware parce que c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup les entreprises et pas que aujourd'hui. On réussit à interpeller des individus. Ce sont des enquêtes qui sont longues parce que justement il y a cette dimension internationale, parce qu'elles sont complexes par rapport à la technicité. Mais en tout cas, on arrive à les identifier, on arrive à les localiser, on arrive à les interpeller. Encore récemment, c'était au mois d'octobre de cette année, une interpellation qui a été médiatisée ces derniers jours d'un individu de nationalité russe qui était au Canada, qui était interpellé par la police canadienne avec la présence du ComCyberGend, avec la présence du FBI. Et tout ça fait suite à des attaques par ransomware d'un certain nombre d'entreprises, et notamment des entreprises qui sont des entreprises françaises. C'est comme ça d'ailleurs que la gendarmerie avait été saisie sur le sujet. Donc on y arrive, on peut évidemment, et on arrive à interpeller un certain nombre d'individus, notamment sur ces enquêtes, mais elles sont évidemment très longues. Alors après, sur les autres sujets de coopération, notamment secteur public-privé, donc peut-être savez-vous qu'il y a eu la création d'un campus cyber à la Défense, qui regroupe à la fois des grands groupes, qui regroupe aussi des startups. Le ministère de l'Intérieur va intégrer le campus cyber, donc il n'a pas encore gagné les locaux, mais ça ne saurait tarder dans les mois à venir. Ça permettra là aussi d'être dans un écosystème qui permettra d'échanger. Alors encore une fois, nous, on ne fait pas de cybersécurité, on fait autre chose, mais en tout cas, on est tous liés au même sujet. Et donc, ça permettra aussi d'être dans un incubateur global qui ne pourrait être que positif pour l'avenir et permettre d'échanger encore plus facilement. Et puis, il y a aussi sur le partenariat global ce sujet des universités, sujet des écoles d'ingénieurs également, puisque je l'évoquais tout à l'heure, mais les ressources, elles sont, je ne vais pas dire qu'elles sont rares, mais en tout cas, on est vraiment sur un segment très concurrentiel, notamment en termes de recrutement. Et on est très régulièrement dans les écoles d'ingénieurs, on explique ce que l'on fait, on a besoin d'attirer les talents et les champions dans nos fonctions diverses. Et ça, c'est un vrai enjeu d'avenir. D'ailleurs, on prend aussi des apprentis ingénieurs, très souvent, des stagiaires également. Donc on le fait en les faisant venir chez nous. Ça, c'est quelque chose sur lequel on mise. Et puis, sur les formations aussi de nos officiers, en général, dans un domaine très particulier dont on a besoin, on les envoie sur des masters spécialisés dans les écoles d'ingénieurs. Et pour les techniciens qui sont plutôt des sous-officiers, on a une formation aujourd'hui, ce qu'on appelle NTech, une nouvelle technologie, où on envoie nos sous-officiers une partie de leur temps, puisque c'est en alternance au sein de l'Université technologique de Troyes, pour l'obtention d'une licence professionnelle. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être aussi élargir à d'autres universités. Et on est passé de 20 à 40 cette année, donc on voit aussi tout l'effort qu'on fait en la matière. En tout cas, cette collaboration avec les universités et les écoles d'ingénieurs, elle est aussi importante pour l'avenir. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la troisième partie. Quelles sont un peu les priorités pour demain dans la cyber ? Donc peut-être commencer par voir quels sont finalement les domaines dans lesquels il faudrait investir, comment et dans quel domaine. Finalement, est-ce qu'il est possible d'avoir vraiment une longueur d'avance par rapport aux cybercriminels ? On peut prendre l'exemple récent de FTX, donc qui est partout dans la presse, bien évidemment. Vous avez vu qu'il y a eu un hack qui a été fait, donc il y a 600 millions de dollars qui ont été volés quasiment le jour de la liquidation, donc très difficile à tracer parce que c'est de la crypto-monnaie. Mais voilà, dans quel domaine il faut qu'on investir ? Alors déjà, pour répondre un peu à ta première question, c'est on va être on est déjà d'ailleurs dans un univers où on ne pourra jamais dire il n'y a pas eu de hack, on aura une cyberdéfense 100% étanche.
Ça n'existe pas, de la même façon que vous avez des gens qui dépassent les 130 sur autoroute ou qui continuent à faire du trafic de drogue dans d'autres aspects. Donc le risque sera toujours là, et notre travail à tous, c'est de minimiser ce risque, et effectivement, dans une espèce de compétition technologique de l'épée et du bouclier, d'être à jour par rapport et de diffuser le plus largement possible et au moindre coût, à la fois opérationnel et financier, dans les entreprises les outils de leur cybersécurité. Alors dans les outils de la cybersécurité aujourd'hui majeurs, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a un premier aspect, c'est ce qu'on appelle le zéro trust en cybersécurité. Le zéro trust en cybersécurité, moi je le résume de façon assez simple, c'est on chiffre tout le temps, partout, en tout endroit, et on surveille partout, tout le temps, partout, qui accède à quel type de données, par quel type de flux et avec quel type de terminal. Et donc vous avez plein d'outils pour faire ça, mais c'est... D'aucuns vont me dire, mais vous êtes en train de décrire, c'est une société à la Big Brother. Alors je parle déjà pour les sociétés à l'intérieur des entreprises, évidemment, qu'on cherche à sécuriser. Mais oui, c'est un peu ça qui va se passer. Le concept même de la cybersécurité zéro trust sur lequel on va tous, parce qu'on voit bien que effectivement, aucune organisation n'est complètement immune. C'est pas forcément que vous avez des gens qui sont malveillants, mais simplement vous avez des gens qui sont négligents. À partir du moment où vous avez des gens qui sont négligents, c'est une porte d'entrée humaine qui arrive dans votre organisation. Et quand vous avez des entreprises qui font 100 000, 200 000, 300 000 personnes, c'est quand même difficile de vous engager que sur les 300 000 personnes que vous avez dans vos équipes, 100% sont complètement... sur les 300 000, aucun n'a été négligent une fois dans sa vie au cours de l'année. Je ne demanderai pas qui est-ce qui a écrit encore ces mots de passe sur un post-it qui range dans un tiroir de son bureau. J'espère que personne dans cette salle. Mais il y a quelques années, ça existait encore. Donc tout ce qui tourne autour du Zero Trust, c'est quelque chose qui est évidemment là pour durer en termes de technologie. Ensuite, on a, comme je disais précédemment, on a une rupture technologique qui peut arriver et deux tendances lourdes. Donc la rupture technologique, c'est l'avènement des ordinateurs quantiques. L'avènement des ordinateurs quantiques, ça a pour conséquence le fait de rendre craquables extrêmement rapidement toutes les technologies de chiffrement actuelles. Parce qu'il se trouve qu'elles sont basées sur un problème mathématique qui est aisément soluble par les ordinateurs quantiques. Donc ce qu'on est tous en train de faire, de travailler, c'est de passer à du chiffrement qu'on appelle post-quantique, en fait, qui est simplement résistant au quantique, qui est basé sur des problèmes mathématiques non solubles facilement par les ordinateurs quantiques, et ensuite d'être capable de les déployer dans tous les systèmes d'information des entreprises. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, c'est simple, le Zero Trust, on chiffre tout partout, tout le temps, et on surveille tout le monde, tout le temps. Bon, ça c'est facile à faire, mais la conséquence, la façon la plus facile de faire du Zero Trust, c'est de débrancher tous vos systèmes d'information, tous vos ordinateurs, et comme ça, on est sûr qu'il y a la confiance est totale, mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc sans aller jusque-là, le chiffrement c'est compliqué, la surveillance des personnes c'est compliqué, de leur comportement c'est compliqué. C'est compliqué c'est compliqué techniquement, c'est compliqué à faire sans faire baisser drastiquement tout l'intérêt de la digitalisation des économies. Donc ça, c'est potentiellement une grande rupture. C'est potentiellement une grande rupture, évidemment, dans le futur. C'est aussi potentiellement une grande rupture actuelle parce que, comme on l'a dit, il y a du vol de données qui est fait aujourd'hui. Ce vol de données, il est souvent chiffré. On sait qu'il y a déjà des cyberattaquants qui commencent à stocker des données qui sont volées aujourd'hui pour les déchiffrer dans 5 ans. Et il y a des choses où peut-être, dans 5 ans, ça n'a plus aucune valeur. Et peut-être qu'il y a des choses que dans 5 ans, vous ne voudriez pas voir quand même exposées sur la place publique. Donc se prémunir sur ces aspects de chiffrement, basculer rapidement dans une stratégie, et on accompagne un certain nombre de clients déjà dès aujourd'hui sur une stratégie de chiffrement post-quantique, c'est un domaine qui va continuer à croître. Et après, les deux autres tendances lourdes, comme je disais, c'est évidemment la bascule vers le cloud, qui dépend d'une cybersécurité qui va être plus au niveau des applications et au niveau
encore une fois, des personnes qu'une sécurité périmétrique qu'on pouvait l'avoir avant, et le déploiement de l'OT, donc de la cybersécurité de l'OT, de la cybersécurité en mode industriel, qui est effectivement, on a vu déjà quelques transactions sur les gens qui faisaient des sondes industrielles, mais on est avec des multiples qui sont tout à fait intéressants. Mais on n'est qu'au début de ce genre d'activité. Et le sous-jacent pour rendre tout ça possible, encore une fois, c'est de l'automatisation majeure avec tout ce qu'on a derrière autour d'intelligence artificielle. L'automatisation, elle est autant sur la chaîne de détection, depuis la partie intelligence jusqu'à la détection dans les réseaux, jusqu'à la remédiation de premier niveau, que dans la partie de protection, que dans la partie de training. Donc on a tout un champ d'application en fait, de l'automatisation, avec aidé ou pas par l'intelligence artificielle, mais souvent aidé avec de l'intelligence artificielle, qui est un champ assez riche, je dirais, d'opportunités pour des investisseurs et qui est là aussi pour durer. Alors effectivement, j'aurais deux points. Le premier, c'est celui de la prévention. On en a parlé à de multiples reprises. Alors je n'aborderai pas les sujets techniques, mais en revanche, il y a 2 points sur lesquels je souhaiterais insister, et vous avez évoqué notamment le premier, qui est celui de l'utilisateur, parce que bien souvent, malgré lui, beaucoup de choses viennent de l'utilisateur. Et typiquement, cette sensibilisation, notamment sur les groupes peut-être les plus importants, mais d'ailleurs sur tous les groupes, avoir de l'enseignement à distance, avoir des fausses campagnes de phishing, parce que très souvent, typiquement, un ransomware, pas que, mais ça peut aussi arriver par une pièce jointe, qui est une pièce jointe malveillante, et qui ensuite va générer le déclenchement de la fameuse charge malveillante sur le système d'information. Donc ça arrive aussi dans ces conditions, et il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui permettent de le sensibiliser. Alors évidemment, ça sera jamais à 100%, on n'écartera jamais à 100% le risque, mais en tout cas, c'est un des éléments qui est utile. La NSSI a réalisé il y a pas très longtemps un MOOC justement sur la sensibilisation de l'utilisateur face à son poste de travail. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'une part, ça peut servir dans le cadre de l'entreprise, et puis ça peut servir aussi à titre personnel sur son propre ordinateur quand on est connecté à l'Internet. Donc c'est quelque chose qui globalement a plutôt une bonne presse. Au sein de la gendarmerie, on l'a fait et on l'a rendu obligatoire pour l'intégralité des militaires qui ont accès au système d'information. Et ça, c'est plutôt positif. Donc ce sont des choses qui peuvent être faites. Le deuxième point qui me semble majeur également, c'est celui du plan de continuité d'activité. Et aujourd'hui, sur tout ce que l'on a pu observer, très rares sont les entreprises qui ont des plans de continuité d'activité, parce que dès lors que le problème arrive, eh bien, retravailler avec une gomme, un crayon, un stylo, c'est quasiment mission impossible. Et on peut sans doute, peut-être en fonction du domaine d'activité, réussir à le faire, sauf que c'est quelque chose qui doit s'anticiper et se planifier. Si on attend que la crise arrive, avec en plus tout le stress que cela génère, c'est quasiment mission impossible. Donc ça, s'il y a bien un sujet important sur lequel les entreprises doivent notamment investir, et pas que les entreprises, ce sont aussi les collectivités, ce sont aussi les hôpitaux, vous l'évoquiez tout à l'heure. Tout ça, c'est vraiment un sujet important. Et d'ailleurs, j'en profite là aussi pour faire un petit point particulier, et ça, c'est aussi particulièrement important pour nous. C'est que dès lors qu'une entreprise, collectivité, enfin vraiment tout le monde dans le même périmètre, a été victime d'une attaque importante, encore une fois par ransomware, l'objectif principal, c'est de rétablir le système, faire en sorte qu'il puisse fonctionner. Donc très souvent, c'est l'appel à une société de remédiation. Sauf qu'il est important que les forces de sécurité intérieure soient immédiatement alertées. Pourquoi ? Tout simplement, je l'évoquais tout à l'heure, on a une capacité à se projeter, on vient. Et quel est notre objectif à nous ? C'est de préserver la preuve numérique. Pour encore une fois avoir des éléments qui nous permettront de localiser, d'identifier, d'interpeller des auteurs. Finalement, on peut faire un parallèle entre l'attaque cyber et un cambriolage. Vous avez un cambriolage, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites le 17, les gendarmes ou les policiers vont arriver, et la première chose, c'est qu'on relève potentiellement des traces, soit des traces papillaires, soit peut-être les traces ADN. Et bien sur une attaque cyber, on fait exactement la même chose. Nos techniciens sont là aussi pour faire en sorte de relever les traces numériques qui seront exploitées par la suite dans le cadre de l'enquête judiciaire. Et souvent, les sociétés de remédiation, elles ont un autre objectif, qui est celui de rétablir le système, ce que l'on peut comprendre, et c'est tout à fait légitime. Et c'est pour ça que l'alerte immédiate, à la fois de la société de remédiation, mais aussi des forces de sécurité intérieure, l'idée c'est de le faire de manière simultanée pour que les deux puissent travailler ensemble, et ensuite que les deux éléments, à la fois préservation de la preuve et rétablissement du système, puissent se faire dans les meilleures conditions possibles.
Voilà, ça c'est un petit point important, mais ça c'est aussi quelque chose qu'on essaie de vraiment de distiller comme message. Donc ça c'est aussi important pour l'avenir. Et puis après, sur les nouveaux phénomènes émergents, je dirais que l'important c'est l'anticipation. Effectivement, le quantique, c'est un sujet pour l'avenir. Nos ingénieurs aussi chez nous y pensent et voient tout ce que ça pourra apporter, mais aussi tout le lot de cyberdélinquance que ça va pouvoir générer et les impacts potentiels. Et évidemment, il y a l'émergence de la 5G. Ça va apporter aussi sans doute son lot de cyberdélinquance. On pense également à l'intelligence artificielle, on pense à l'hyperconnectivité, puisque avec en plus le développement du télétravail, il y a un vrai sujet en la matière. Et puis il y a un point aussi sur lequel auquel on s'intéresse beaucoup, c'est celui du métavers. Le métavers, vous en avez sans doute aussi entendu parler les uns les autres, la capacité à pouvoir vivre quelque part dans un monde virtuel totalement numérique. Ça apportera sans doute là aussi tout un lot de points positifs pour l'évolution de la société, mais également sans doute la délinquance qui va avec. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie d'anticiper, voir comment ça pourra évoluer. Et d'ailleurs, sur le métavers, ce sera un nouveau monde, hein, et sur lequel on envisage aussi potentiellement être présent. Quand je dis être présent, c'est peut-être être présent en étant identifié comme des gendarmes. Donc des gendarmes peut-être virtuels, entre guillemets, enfin tout ça c'est en cours de réflexion, mais en tout cas on doit vraiment anticiper en la matière et savoir comment on peut repenser notre modèle. En 2018, alors l'Internet était déjà existant depuis très longtemps, mais le directeur général avait souhaité créer une brigade numérique de manière à ce que chacun puisse contacter un gendarme par l'intermédiaire d'une messagerie instantanée H24, 7 jours sur 7, à partir de son domicile. Parce qu'on a toujours considéré que l'Internet, c'était un territoire. C'était un nouveau territoire, mais un territoire. Et sur un territoire, on doit avoir des gendarmes. Donc c'est pour ça que la brigade numérique avait été créée. Et bien sur le métavers, peut-être que le modèle sera différent, mais il faut y penser dans les mêmes conditions. Donc le maître mot en la matière, c'est vraiment l'anticipation sur tous les phénomènes émergents et les impacts que ça peut potentiellement avoir pour notre activité. En termes de collaboration et mode de fonctionnement au niveau des États, au niveau de l'Union européenne, au niveau des collaborations, comment est-ce que vous voyez l'avenir se profiler en termes de souveraineté, en termes de contrôle et de collaboration? C'est un peu ce que j'ai déjà évoqué sur le sujet, c'est-à-dire que on veut tous collaborer, on aimerait tous collaborer avec des gens de confiance. On n'est pas sûr qu'on a toujours des gens de confiance à 100% en face de nous. Donc on est dans une dynamique où en fait la confiance va se construire. Je pense que les cercles concentriques de confiance vont se structurer plus qu'ils ne sont encore aujourd'hui. Avec effectivement des aspects de certification, de qualification, de prouver qu'on est quelqu'un de confiance pour faire partie du cercle, et sur lequel on va continuer à renforcer les échanges justement dans cette logique de cercle concentrique. Pourquoi renforcer les échanges? Parce que, comme ça a été dit, on a en face de nous un marché des cyberattaquants qui est extrêmement fluide. Et donc on peut très bien se retrouver à, comme on a pu le voir au moment des guerres, c'est les 50 groupes de cyberattaquants qui attaquent tout d'un coup un seul pays parce qu'il y a une vulnérabilité ou parce que sur les 50, il y en a à peu près 25 qui sont sponsorisés par des États voyous et qui ont pour mission ou pour engagement dans les 3 mois qui viennent d'aller taper l'infrastructure critique d'un pays. Or, du coup, tout d'un coup, vous pouvez vraiment vous retrouver face à une vague de cyberattaques sur lesquelles votre structure n'est pas dimensionnée. Et donc, dans ces cas-là, c'est évidemment extrêmement important de pouvoir compter sur la solidarité d'un certain nombre de personnes, de nos collègues, que ce soit l'industrie ou pouvoir public, notamment sur l'aspect détection de la menace, puisqu'on n'a pas forcément après les interventions en tant que telles, mais aussi sur les updates de règles, les nouvelles technologies, l'introduction de nouvelles technologies. Et c'est quelque chose sur lequel donc, on va continuer à aller, ça va se structurer et on va rester dans une logique de confiance concentrique, à mon sens. Effectivement, même chose, hein, c'est les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure en termes de coopération. Enfin, j'avais évoqué Europol et Eurojust aussi pour la partie justice. Donc ça, ce sont des éléments importants sur lesquels on va continuer d'investir. Je rebondis juste sur ce que vous disiez, parce que la gendarmerie a pour ambition de créer un CERT,
Computer Emergency Response Team, alors, qui n'est pas directement un dispositif qui a pour objectif de détecter les incidents qu'on peut avoir sur notre système d'information à nous, mais quelque chose de plus global, hein, qui permet de voir de manière un peu générale, à la fois en Europe mais aussi hors de l'Europe, l'ensemble des phénomènes auxquels on est confronté, de façon à pouvoir faire une synthèse, de faire une analyse aussi de l'ensemble des données, et en bénéficiant de tout un tas de flux qui pourront venir de l'extérieur. Alors, sont soit nos propres flux à nous, hein, par rapport à la connaissance suite à ce qu'on a pu enregistrer en termes de procédures, mais également tout ce qui peut venir d'autres CERT qui sont des CERT français, soit des entités du même type qui peuvent venir de l'étranger. Et tout ça sera assez intéressant parce que ça permettra de bâtir un état de la menace cyber et de la cybercriminalité qui pourra notamment être diffusé aussi aux entreprises, aux collectivités, aux hôpitaux et autres, en tout cas tous ceux qui ont besoin d'en connaître, de manière, là encore, à pouvoir les préparer. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau national unique. Il faut vraiment qu'on pense systématiquement à la dimension internationale, européenne bien évidemment, mais encore au-delà. Très bien, merci. On peut peut-être ouvrir les questions que vous avez. Bruno Rigal, Natixis. Le développement de la cybercriminalité et des ordinateurs quantiques entraîne des moyens qui sont considérables en termes d'investissement et de technique. Est-ce que vous ne croyez pas ou ne craignez pas que ça va pousser des États qui n'auront jamais les moyens techniques ou financiers d'avoir ces techniques de lutte à chercher à rejoindre des groupes géopolitiques? Ça peut être l'OTAN, ça peut être des groupes plus proches de la Russie ou de la Chine, pour pouvoir se protéger, entre guillemets, de ces défenses qu'ils n'auront jamais les moyens de contrer par eux-mêmes. Autrement dit, est-ce qu'on peut, après une création de groupes militaires, avoir des groupes géopolitiques de défense cyber? Alors, c'est une question vaste. Je dirais... Aujourd'hui, en fait, un peu contrairement à ce que je viens de dire, mais aujourd'hui, en fait, d'une certaine façon, la cybersécurité, c'est pas très cher. C'est-à-dire que si vous comparez par rapport au budget de la défense en France, on n'est pas encore, ça coûte pas encore aussi cher que de faire un porte-avions ou de faire un nouveau système de Rafale ou un nouveau Rafale. Donc on est encore sur, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un marché extrêmement fragmenté en fait. Hein. C'est parce que c'est pas très cher de se payer un groupe de cyberattaquants et c'est entre guillemets pas très cher de se protéger aujourd'hui. Donc on n'en est pas encore au stade où le poids de la cybersécurité en termes d'investissement et en termes d'attaque et de défense vous amènerait à des bascules géostratégiques. Vous avez raison. Et après, la question de l'ordinateur quantique, c'est aussi une question, pour le coup, c'est une question à quelques dizaines ou quelques centaines de millions, puisque la question, c'est de savoir, est-ce qu'un ordinateur quantique, ça va être une espèce de gros mainframe, ou est-ce qu'on va être capable d'avoir des ordinateurs quantiques qui ressemblent à ce qu'on avait comme des PC. Et du coup, ça va changer radicalement la capacité ou pas de se payer un ordinateur quantique. On peut aussi avoir, et là du coup on peut avoir cette question qui se pose, qui est de dire, un peu comme on loue aujourd'hui des heures de supercalculateurs, on pourrait très bien imaginer des clubs de gens qui, plus ou moins affiliés, géostratégiquement, il y a quelqu'un qui a un ordinateur quantique et qui le loue à une puissance régionale qui a un ordinateur quantique et qui le loue à ses affidés ou en tout cas à ses alliés. Donc ça pourrait arriver. Aujourd'hui, on en est très très loin en termes de montant d'investissement. Encore une fois, entre un porte-avions nucléaire et ce qu'on peut imaginer comme défense ou comme besoin de défense même en cybersécurité, on est dans un ordre de grandeur de différence, à minima encore pour les 5 à 10 ans qui viennent. Donc tout le monde peut se payer de la cyber, aussi bien de la cyberattaque que de la cyberdéfense, donc ça ne permet pas encore de faire ces bascules. Après, juste pour continuer là-dessus, là où par contre il y a effectivement des alignements, c'est un peu dans le mode de ce qui existe dans une extension du renseignement, hein, c'est-à-dire que le partage de l'information, il y a effectivement des gens un peu privilégiés, auxquels c'est plutôt bien d'être dans ce club-là que dans d'autres,
Mais pour moi, c'est encore un élément parmi d'autres et pas suffisant pour changer les équilibres. Juste pour dire effectivement que le domaine cyber est bien partie intégrante des armées. Alors c'est vrai que l'armée, les armées ont créé le COM cyber. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans l'intégralité des exercices qui sont réalisés, il y a toujours une composante cyber. Et d'ailleurs, j'irais même au-delà, c'est-à-dire que même sur les exercices qui sont réalisés au sein du ministère de l'Intérieur, il y a également une composante cyber. Donc c'est quelque chose qui est aussi intégré pour l'ensemble des différentes forces. Je vais poser une question dans la suite de la précédente question. Michel Curec, donc je suis directeur général de Multiverse Computing, non pas Metaverse, une start-up dans l'informatique quantique. Et je voulais vous poser une question typiquement sur la sensibilisation des industriels avec qui vous travaillez autour des nouveaux systèmes de cryptographie post-quantique. Comment le jugez-vous aujourd'hui en France, compte tenu par exemple du fait que Google vient d'annoncer qu'ils allaient intégrer de nouveaux systèmes post-quantiques il y a 4 jours sur toute leur messagerie interne? Pensez-vous que les industriels français soient bien sensibilisés aux risques que vous mentionnez sur la capacité d'attaquer les clés RSA, les clés de chiffrement publiques? Je vais dire différemment. Je pense que jusqu'à il y a 2 ans, c'était quand même un sujet qui intéressait plus mon directeur technique que mon directeur marketing. Si je peux l'exprimer comme ça. Ce qu'on voit depuis le début de l'année, en gros, on commence à vendre des missions de conseil en architecture informatique à un certain nombre de nos grands clients sur l'accompagnement de l'évolution de leur architecture. Nous-mêmes, on a commencé, nos gammes de chiffreurs implémentent un certain nombre d'algorithmes post-quantiques. Nos gammes de chiffreurs sont aussi post-quantique ready d'une certaine façon, même s'ils ne les implémentent pas aujourd'hui. On a pris en place les besoins qu'on imagine en termes de capacité de calcul pour pouvoir les implémenter et les mettre à jour en fonction de ce qu'on va évoluer. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, je pense que la sensibilité, elle est démarrante. Elle est vraiment au démarrage, on est vraiment au début de l'histoire et qu'on n'en est pas vraiment à la phase d'investissement, on est à la phase qui peut durer assez longtemps de comment je vais m'y prendre et comment je vais regarder. Mais encore une fois, comme je dis, le changement, c'est que depuis le début de l'année, on vend à la fois des produits qui sont post-quantique ready et on vend des missions d'accompagnement, d'évolution des architectures de systèmes d'information pour répondre à cette nouvelle menace. Je ne suis pas sûr que ça répond complètement à votre question, mais en tout cas, l'histoire a commencé, on va dire. Vous avez tous les trois beaucoup parlé de la menace cyber, je dirais, au niveau terrestre. Quelles sont vos réflexions sur les cyberattaques dans le domaine spatial? Les satellites sont dans le domaine militaire ou civil de plus en plus importants. Ils sont connectés aux drones, à toutes les opérations terrestres et maritimes. Où en sommes-nous et est-ce que les conflits actuels sont pour vous une source de renseignements intéressante? Alors, je vais peut-être prendre parce qu'effectivement, Thales a l'avantage d'être à la fois un grand fournisseur de satellites et de charges utiles et un grand acteur de cybersécurité. Je vais prendre un exemple qui est un exemple majeur. Vous savez que on a le système européen de positionnement par satellite Galileo. Donc, dans le système Galileo, la cybersécurité a été très tôt identifiée comme un des enjeux majeurs. Cybersécurité à la fois des satellites et de la charge, puisqu'en fait, ce qu'on peut aussi faire, qu'on a pu voir, c'est brouiller le système GPS. Ça met en danger pas mal d'opérations. Et faire changer le système GPS pour faire croire que vous n'êtes pas à la bonne position que celle auquel vous pensez, c'est aussi un peu gênant. Donc, c'est un système sur lequel la cybersécurité a été pensée de façon native, à la fois au niveau de la partie gestion des satellites et gestion du mode de fonctionnement de pilotage de la charge utile, du système de positionnement en lui-même, et de l'échange de données aussi au niveau du système sol. C'est un système très complexe, Galileo. Donc, on a vraiment eu quelque chose sur lequel, là-dessus, l'investissement a été fait de façon très, très en amont. Et après, sur l'ensemble des systèmes satellitaires,
On a, je pense, un tout petit peu de variation en fonction de si on parle observation, positionnement ou télécommunication, ou diffusion d'informations broadcast. Donc on a historiquement, pareil sur les systèmes de télécommunication, une partie cybersécurité qui est déjà significative. Après, on est dans les systèmes satellitaires, dans des systèmes critiques, par essence critiques. C'est un système critique au carré, puisque ça permet de faire fonctionner d'autres systèmes critiques, comme vous l'indiquez, et dans lequel, du coup, voilà, il y a quelques groupes experts, dont Thales en cybersécurité du système spatiaux. Je ne dirais pas que tout va bien, mais c'est un sujet sur lequel, sur le spatial, la cybersécurité a été prise de façon assez historique, en fait. Juste pour la gendarmerie, on a observé, en tout cas, on n'a enregistré aucune procédure qui était en lien avec le sujet. Pour autant, aujourd'hui, on a un militaire de chez nous qui est un ingénieur qui a effectué sa thèse sur les satellites, qui participe à un wargame au titre de la veille technologique, et notamment sur les aspects cyber. Donc même si c'est une chose à laquelle on n'a pas été confronté, dans l'anticipation, et toutes les opportunités sont bonnes justement pour voir où potentiellement la menace peut arriver. Donc là, typiquement, on a un militaire qui participe à un wargame aujourd'hui, c'est cette semaine. Donc vous voyez, ça tombe bien. C'est pas forcément quelque chose qu'on utilisera demain, mais en tout cas, en termes de veille, ça reste quelque chose d'important. Laurence Porancini, Natixis, vous avez parlé tous les deux, et notamment Pierre-Yves, de la notion de zéro trust et de confiance, et finalement peut-être la notion de chiffrement qui était l'une des technologies ou des méthodes sur lesquelles il fallait pas mal investir. Est-ce que, Pierre-Yves, vous pourrez nous en dire un peu plus sur ce qui reste à faire, quelles évolutions, quelle taille d'investissement, qu'est-ce que ça peut représenter de ce point de vue-là, ou au contraire, est-ce qu'on a déjà pas mal avancé et que le chemin finalement est déjà bien avancé? Non, je pense que, pardon, quand on regarde, nous on fait aussi en fait on fait deux rapports annuels en cybersécurité Thales. On en fait un sur les cyberattaquants et un autre sur, du point de vue des utilisateurs, le déploiement des systèmes de chiffrement et de protection contre les ransomware. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 60% des entreprises de taille, plutôt ETI et grandes entreprises dans le monde, ont un système, je dirais, à un bon niveau en termes de chiffrement. Ce qui veut dire inversement, c'est qu'il y en a 40% qui ne l'ont pas. Donc il y a encore une part importante de cette activité du marché qui n'est pas couvert. Ensuite, on a évidemment un système qui est tout le temps à être adapté aux évolutions du système d'information. Donc on a une part importante de l'activité qui bascule d'informatique mondiale, qui bascule vers le cloud. Donc, vous avez des architectures où vous êtes en hybride, hybride à la fois en on-prem cloud, à la fois en cloud multi-cloud, et dans lequel des systèmes de chiffrement communs et de gestion de clés partagées sont importants pour pouvoir justement avoir un accès un peu transparent à ces différentes données. Donc, on a une part très importante de notre activité, et on a des accords avec tous les grands clouders, clouders notamment américains, pour déployer des systèmes de gestion de clés, qui fait que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas à faire vous pouvez apporter vos propres clés, donc pour déchiffrer ce qui se passe, les données qui sont stockées dans les grands clouders. Vous pouvez même apporter vos propres systèmes de chiffrement quand vous avez une confiance, en fonction du degré de confiance que vous apportez, du degré de sensibilité de la donnée et du degré de confiance que vous apportez à votre hébergeur clouder. Donc c'est un domaine qui est encore en pleine croissance en fait, et comme je le disais aujourd'hui, on ne chiffre pas tout. Parce que chiffrer, quand on chiffre, il faut déchiffrer, donc ça crée de la latence. Historiquement, on ne chiffre pas tout. On se met à chiffrer de plus en plus de choses, et on se met à contrôler de plus en plus de choses. Donc l'autre pendant, c'est de compléter le chiffrement dans une plateforme globale avec ce qu'on appelle donc de l'IAM, de l'identification et de l'authentification management, pour vérifier que non seulement ces données bien chiffrées, mais c'est bien la bonne personne qui utilise les bonnes clés et qui a le droit de le faire à un moment donné. Parce que vous n'avez pas force. C'est un peu la diffusion de la notion militaire, du besoin d'en connaître qui se fait. Et après, ce sont des systèmes qui sont extrêmement, je dirais, scalables. Donc, en fonction de ce dont vous avez besoin, ce sont des dépenses
qui vont de 500 000 euros à 15 millions d'euros pour une entreprise en fonction de ce qu'elle déploie. Donc c'est, je pense, aussi une des capacités de ce marché, c'est d'avoir de pas être, on n'est plus dans une architecture avec des grands mainframes hyper très, très coûteux. Donc le chiffrement est accessible à tout le monde en fait. Et après, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez chiffrer, comment vous voulez le faire et de quelle façon vous voulez l'implémenter en fonction des différents systèmes d'information que vous gérez. J'ai en fait une question de mon côté. Donc on a beaucoup parlé de cyber aujourd'hui. Il y a tout un sujet qui se développe aussi autour du sujet de la désinformation ou de la transparence de l'information ou de l'information ouverte. Donc c'est plus dans le domaine de l'intelligence. Mais est-ce que vous voyez, par exemple dans le cas de la guerre en Ukraine, la transparence de l'information change beaucoup les données. C'est-à-dire que vous pouvez plus, on est capable d'identifier quasiment tel bataillon a fait tel type d'action à tel moment. On n'en est pas encore à identifier qui a tiré l'obus, mais c'est pas loin. Comment est-ce que vous voyez toute cette partie de guerre de l'information ou de désinformation impacter le monde de la cyber ? Alors, pour ce qui nous concerne, la désinformation, c'est aussi un sujet. Alors, on ne le traite pas directement au niveau du COM Cybergendre. En revanche, on le traite avec le CIRPA gendarmerie, puisqu'il y a un vrai sujet en la matière. Et d'ailleurs, sur le sujet de désinformation, ou en tout cas d'informations type fake news qu'on a pu fleurir, notamment lors des crises sanitaires qu'on a pu voir ces dernières années. Et j'étais sur le terrain à l'époque, je commandais le groupement de gendarmerie du Nord, et j'ai pu voir dans l'ensemble des faits qui nous étaient rapportés, en tout cas qu'on a enregistrés, que c'est quelque chose qui avait pris une ampleur assez importante. Et on a des personnes qui, typiquement, n'avaient jamais été délinquantes auparavant et qui, notamment sur les réseaux sociaux en particulier, s'étaient particulièrement lâchés sur tout un tas de sujets, et en particulier à l'encontre du gouvernement. Et ça, ce sont des choses qu'on a vu fleurir de manière importante. Alors, ça reste de manière, c'était en tout cas ce que j'ai pu observer de façon très locale. En tout cas, c'est un sujet. Et quand j'abordais aussi tout à l'heure tout ce qui était atteinte aux personnes avec un pourcentage de 13%, ça fait aussi partie de ces faits. Et c'est un sujet, même si on ne le traite pas au niveau du COM Cyber, qu'on traite, en tout cas qu'on envisage et qu'on planifie avec le CIRPA gendarmerie. D'autres questions peut-être? Oui. Bonjour messieurs, merci beaucoup pour cette discussion et cette présentation. Pierre Macera de Natixis. Moi j'avais une question pour Pierre-Yves. Pierre-Yves, vous avez mentionné vous suivez une cinquantaine de groupes d'attaques de cyberdéfense, d'attaques de cyber. En termes de typologie, parmi ces 50 groupes, combien sont liés à des États et combien sont des, entre guillemets, des auto-entrepreneurs de ce business ? Alors, pour être précis, en fait, on publie sur 50 groupes, on en suit beaucoup plus. Mais le rapport qu'on publie, effectivement, sur ces 50 principaux groupes. Sur ces 50 principaux groupes, on a à peu près une grosse moitié qui sont sponsorisés par des États. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des fonctionnaires. Ce n'est pas forcément un domaine où il y a beaucoup de fonctionnaires. Enfin, il y a aussi beaucoup de fonctionnaires, hein. Mais donc ils ne sont pas forcément des agents assermentés de n'importe quel comment dirais-je, service que vous pourriez imaginer. Par contre, ils sont sponsorisés dans le sens où ils sont pilotés, soutenus financièrement, fournis en information par des États voyous. Après, c'est un continuum. C'est-à-dire que c'est pas parce que comme je l'ai dit, hein, c'est un univers qui est assez structuré selon la chaîne de valeur, mais c'est un univers qui est en relation les uns avec les autres. D'abord parce que les personnes passent, je dirais, d'une entreprise à une autre ou d'un groupe d'attaquants à une autre, et puis même parce qu'ils s'échangent des modes de fonctionnement. Et donc on a, quand vous avez un groupe sponsorisé au milieu d'une galaxie d'autres groupes plus mafieux, et ben forcément vous êtes dans un continuum. C'est-à-dire qu'il peut aussi passer commande, le groupe sponsorisé peut passer commande à un autre groupe, peut sous-traiter un autre groupe en disant
Voilà, ça serait bien que tu ailles attaquer ce truc-là et que, en échange, si je te donne 5 millions d'euros, quoi que tu ramènes des data centers de ce truc-là, je te donne un fixe fee de 5 millions d'euros. Voilà, donc, c'est pour ça que ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses sur lesquelles il y a un vrai continuum, du coup, entre l'auto-entrepreneur qui veut aller se taper tel ou tel système, et d'ailleurs, parfois à des fins de publicité pour se faire recruter. Et puis le groupe qui est complètement sous pilotage de tel ou tel service, de tel ou tel gouvernement. Mais en gros, dans les 50 qu'on suit, il y en a entre 50 et 60% qu'on considère comme étant sponsorisés par des États. Oui, bonjour à tous. Alors je prends la parole. J'étais invitée par Laurence Pruzzini qui souhaitait apporter un petit témoignage d'une start-up dans la deep tech et la cybersécurité. Alors je vais enfoncer un certain nombre de clous qui ont déjà été abordés par les intervenants. Je suis Sandrine Murcia et je suis cofondatrice et CEO de la société Cosmion. Et Cosmion, on aide nos clients à sécuriser leurs données et les applications qui utilisent ces données en utilisant de la cryptographie moderne, qui permet en fait maintenant effectivement de garder chiffré tout le temps. Et c'est très important, on n'a plus besoin de chiffrer, déchiffrer, on garde tout le temps chiffré, même pendant l'utilisation. Donc ça, c'est effectivement très, très nouveau. Ce sont des techniques cryptographiques et mathématiques qui ont 4-5 ans, 7 ans voilà, au maximum. C'est pour dire que c'est effectivement un secteur extrêmement bouillonnant. Nous, on travaille étroitement avec l'excellence de la recherche académique française en mathématiques, le laboratoire de cryptographie ici à Paris, à Normal Sup, qui travaille sur des sujets qui sont la protection des données dans le cloud. Donc ça, c'est vraiment un secteur extrêmement intéressant où cette recherche académique, elle n'est pas dans une tour d'ivoire, elle est vraiment sur des sujets très concrets, très business, on pourrait dire. Alors pour eux, c'est pas l'intérêt business, bien sûr, c'est l'intérêt cryptographique. Et il faut vraiment voir qu'il y a une accélération du développement de ces technologies et que souvent, quand on pense laboratoire deep tech, donc deep tech, ça veut dire que ce sont des techniques qui sont élaborées en laboratoire et qui ensuite vont passer sur le marché. C'est là où intervient l'entrepreneur, c'est d'aller voir ce qui se fait dans les labos et ensuite de le pousser sur le marché. En fait, on a souvent l'image que ce qui se développe en laboratoire, c'est académique, etc., et qu'après, c'est pas très utilisable. En fait, c'est un secteur en cryptographie et mathématiques où on peut très vite intégrer dans des produits, des logiciels, l'état de l'art de cette cryptographie. Donc nous, c'est ce qu'on fait à Cosmion. C'est important de citer cet intérêt un peu souverain mathématique. C'est quand même une excellence en fait européenne et française. Je rebondis sur la partie chiffrement. Comme on l'a dit, la meilleure protection contre le vol de données, en fait, entre autres, c'est de les chiffrer. Parce que si on vous vole des données chiffrées, c'est embêtant, vous vous êtes fait voler, mais en tout cas, on vous a volé quelque chose que personne ne pourra utiliser. Et maintenant, en fait, la problématique qu'il y avait dans les années précédentes, c'est qu'effectivement, on chiffrait pour stocker, et il fallait déchiffrer pour utiliser. Et on se disait, je ne vais pas déchiffrer tout le temps, je laisse en clair, il ne va rien se passer. Maintenant, c'est plus le cas. Et puis surtout, maintenant, il est possible de garder chiffré tout le temps. Donc ça, c'est important de le savoir. Le post-quantique, là aussi, un clou. Donc nous, dès le départ, nos techniques de chiffrement sont post-quantiques. Par rapport à votre question, monsieur, sur comment ça se passe ailleurs et d'autres entreprises en France ou à l'étranger, nous, ce qu'on voit, on parle beaucoup et on travaille beaucoup avec les banques. Aux États-Unis, c'est plus un sujet. C'est-à-dire que maintenant, si les systèmes de chiffrement ne sont pas post-quantiques, vous n'êtes pas considéré. Ça commence quand même pas mal en France. On travaille avec 2 grandes banques françaises et le fait que nos systèmes soient post-quantiques, c'est pas seulement la cerise sur le gâteau, mais c'est important. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une réflexion de projection sur ces stratégies en fait de cybersécurité, de protection. On n'est pas dans une fois que le mal est fait, on ne peut rien faire, mais l'idée c'est de pouvoir protéger en amont. Donc ce post-quantique là aussi, c'est pas un sujet exotique. Vraiment, concrètement, beaucoup d'entreprises commencent à s'intéresser au sujet et à se le poser. Et dernier point sur le cloud, comme ça a été énormément abordé, nous, ce qui va déclencher effectivement les projets chez nos clients, c'est cette migration vers le cloud. C'est vraiment quelque chose de massif. Et quand on va dans le cloud, on pose ces questions de zéro trust. Alors zéro trust, c'est pas ne pas faire confiance, c'est pas éthique, c'est pas moral, c'est juste se dire je veux utiliser le cloud en poussant mes données, mes applications. Parce que le cloud, c'est économiquement intéressant, il y a la grosse capacité de calcul, de stockage. Je ne peux pas avoir ça, moi, sur mes serveurs. Maintenant, je ne veux pas que le cloud apprenne ce que je fais de mes données, ni comment je les utilise. Et ça, c'est vraiment cette tendance aussi très forte sur le zéro trust, à la fois pour les sociétés, je dirais,
on va dire un vieux terme, brick and mortar traditionnels qui sont en train de passer en fait dans le cloud. Et puis vous avez toutes les sociétés tech, les licornes, les scale-up, les biotech, les medtech, avec qui ont beaucoup de travail, qui sont déjà dans le cloud et qui commencent à avoir les mêmes problématiques où en fait leurs clients, par exemple dans la santé, etc., leur disent continuez à faire ce que vous faites, mais je ne veux plus que vous voyiez mes données. Vous devez pouvoir en fait travailler sur mes données sans les voir. Donc ça, c'est vraiment, comme on l'a dit, des lames de fond, en fait, pas seulement business et technologique, mais on va de plus en plus dans cet environnement-là. Et il faut vraiment se rendre compte que ça va en fait très vite. C'est qu'on peut avoir justement l'idée qu'il y a une latence entre ce qui est développé, l'état de l'art, et puis dans 4-5 ans, on pourra l'utiliser. En fait, non, c'est un secteur sur lequel très rapidement des choses peuvent se mettre en place. Et cette sophistication dont on a parlé des attaquants, eh bien, elle existe aussi du côté de ceux qui veulent défendre et protéger. Et donc, il faut effectivement regarder voilà, ce qui est nouveau et innovant et qui fonctionne avec ces techniques de chiffrement. Voilà, je voulais apporter ce regard-là. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Pierre-Yves Jolivet et Général Christophe Husson. Merci beaucoup d'avoir participé à ce petit déjeuner. Je pense que c'était une discussion passionnante. On organise ces événements tous les mois au sein du Tech Hub de Natixis. Donc, le mois prochain, il va y avoir un événement qui aura lieu sur la crypto. Le mois suivant, sans doute, sur les nouvelles startups dans le nucléaire. Voilà. Donc, merci encore d'avoir participé à cette conférence. Merci à vous. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Thank you.